Bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans une réalité qui préoccupe de plus en plus d'entreprises. L'augmentation constante des absences pour maladie. Absolument. C'est un sujet qui peut paraître simple en surface, mais qui cache une complexité économique, juridique, considérable. Surtout pour les PME. Oui. Alors on va décortiquer ça en 3 temps. D'abord, on va poser le décor, comprendre ce qui se passe concrètement sur le terrain. Ensuite, on analysera les enjeux, les tensions que ça crée, les débats en cours. Et puis enfin, on essaiera d'esquisser quelques pistes de réflexion. L'idée, ce n'est pas de trouver une baguette magique, mais de bien cartographier le problème. Absolument. Et c'est un problème qui touche vraiment au cœur de notre contrat social au travail. Ah oui. Oui, ça met en lumière une tension qui est croissante entre 3 pôles. La protection des employés, qui est indispensable, la liberté contractuelle des entreprises, et puis de plus en plus, la viabilité de nos systèmes d'assurance. On est vraiment face à un équilibre qui devient précaire. Alors, pour rendre ça concret, partons d'un cas d'école. Imaginons une PME dans le bâtiment, une vingtaine d'employés. Le patron, depuis quelques années, voit ses plannings devenir un vrai casse-tête. D'accord ? Il a son chef de chantier le plus expérimenté, un homme qui approche de la soixantaine, en arrêt maladie prolongée. Une maladie chronique. En parallèle, un jeune apprenti est souvent absent pour des symptômes assez légers, mais avec ce nouveau réflexe post-pandémie, on ne prend aucun risque. Ce qui se comprend. Et pour couronner le tout, son employé à l'administration, elle, vient d'être mise en arrêt pour épuisement professionnel. Ce patron, en fait, il est le réceptacle de plusieurs tendances de fond. C'est exactement ça. Ce tableau, loin d'être un cas isolé, est devenu symptomatique. Si on prend un peu de recul, les chiffres confirment totalement cette impression. Et que disent-ils, ces chiffres ? En 2024, la moyenne d'absence se situe à 8,6 jours, par an et par employé. 8,6 jours. Dit comme ça peut paraître abstrait, mais il faut bien réaliser que c'est une augmentation d'environ un tiers, en à peine 15 ans. Un tiers en 15 ans, c'est énorme. On a souvent l'impression que c'est un phénomène purement post-Covid, mais vos chiffres montrent une tendance bien plus ancienne. En effet, la pandémie a été un accélérateur, mais certainement pas le point de départ. Et les 3 cas de votre PME, ils correspondent précisément aux 3 moteurs de cette augmentation. D'accord. Le premier, c'est celui de l'employé en burn-out, la santé mentale. Les troubles psychiques sont devenus une cause majeure d'absence, parfois même la principale dans certains secteurs. D'accord. Les données des assureurs sont formelles. On a vu une hausse de 60% des cas d'incapacité de travail liés à la santé mentale sur les 10 dernières années. Et cette hausse de 60%, elle s'explique comment? C'est la pression au travail qui a explosé ou est-ce qu'on est simplement plus à même de nommer ces problèmes? C'est un mélange des deux. Il y a indéniablement une intensification du travail dans beaucoup de domaines, mais il y a aussi, et c'est un progrès, une bien meilleure reconnaissance de ces pathologies. Oui? Et on ose consulter, et donc les arrêts sont mieux identifiés. D'accord. Et le deuxième moteur? C'est votre jeune apprenti. C'est l'héritage comportemental du Covid-19. La pandémie a ancré un nouveau standard. Au moindre symptôme, on reste à la maison, pour ne pas contaminer. Ce qui est une bonne chose sur le plan sanitaire. Une très bonne chose, mais qui a une conséquence mécanique directe sur le nombre de jours d'absence pour des affections, même bénignes. Une bonne intention individuelle qui a un coût collectif, en somme. Et le troisième facteur, c'est notre chef de chantier. Exactement. Le troisième moteur, c'est la démographie, le vieillissement de la population active. L'âge moyen des travailleurs augmente et avec lui, la prévalence des maladies chroniques, des troubles musculo-squelettiques. Et j'imagine que ça mène à des arrêts plus longs. Non seulement plus fréquents, mais surtout beaucoup plus longs. Et ce n'est pas anodin dans des métiers physiquement exigeants comme le bâtiment, le nettoyage ou les soins. Et ce qui est fascinant, c'est que ces 3 facteurs ne font pas que s'additionner, j'imagine. Ils doivent interagir. Vous mettez le doigt sur le point crucial. Ce n'est pas une simple addition, c'est un effet multiplicateur. Le stress lié à la pression au travail, le facteur 1, est exacerbé par le manque de personnel dû aux absences plus fréquentes, le facteur 2. D'accord, je vois. Et tout ce poids supplémentaire pèse encore plus sur les épaules des collaborateurs plus âgés et expérimentés, le facteur 3, qui doivent compenser jusqu'à ce qu'ils craquent à leur tour. C'est un cercle vicieux. Un cercle vicieux qui met les PME sous une tension énorme. Donc pour notre patron, ce n'est plus juste un problème d'organisation, ça devient un vrai casse-tête financier et juridique. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, oui. Il a une obligation légale, celle de continuer à payer le salaire. C'est le point de départ de tout. La loi lui impose de continuer à verser le salaire de son employé malade pendant une durée qui, elle, dépend de l'échelle bernoise, bâloise ou zurichoise et de l'ancienneté. Et ça peut aller loin? Ça peut aller jusqu'à plusieurs mois, voire 17 semaines dans certains cas,
Pour une petite structure, c'est une charge immense. La solution évidente, c'est donc de s'assurer. Mais j'ai l'impression que c'est là que les choses se compliquent vraiment. Elle se complique énormément. L'assurance d'indemnité journalière maladie, qui était la solution standard, est devenue un marché en crise. En crise. Oui. Les assureurs ont essuyé de lourdes pertes sur ce segment. Résultat, ils sont devenus extrêmement frileux. Pour une entreprise d'un secteur à risque, comme la construction, ou simplement une PME qui a eu quelques absences, trouver une couverture est devenu un parcours du combattant. Et si notre patron en trouve une, j'imagine que la prime n'est plus la même. C'est la double peine. C'est précisément le cercle vicieux. Les primes peuvent augmenter de 20, 30, parfois 50% d'une année à l'autre. Et ce fardeau, il est souvent partagé avec les employés. Ce qui pèse aussi sur leur salaire net. Exactement. Et il y a un facteur aggravant qui s'est installé, l'âge. Assurer un collaborateur de plus de 55 ans à un coût raisonnable, c'est devenu presque mission impossible pour beaucoup de PME. Face à ce mur, que font les entreprises? J'ai entendu parler de stratégies de contournement, avec des délais de carence plus longs. C'est la stratégie la plus courante, oui. Pour faire baisser la prime, l'entreprise accepte un contrat avec un délai de carence, qu'on appelle aussi délai d'attente, de 30, 60, parfois même 90 jours. Et concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que pendant le premier, les 2 ou les 3 premiers mois d'arrêt, l'entreprise s'auto-assure. Elle paie 100% du salaire de sa poche. L'assurance ne prend le relais qu'ensuite. C'est un calcul de risque. Un calcul qui me semble extrêmement périlleux. Si plusieurs arrêts surviennent en même temps, la trésorerie d'une petite boîte peut fondre. Comme neige au soleil. On déplace le risque de l'assureur vers la PME, qui est la moins à même de l'absorber. C'est exactement ça. Et c'est face à cette situation, qu'on peut qualifier de marché en panne, que la sphère politique a commencé à réagir. Hein? L'idée d'une assurance obligatoire pour tous a émergé. Le principe a d'ailleurs été accepté de justesse par le Conseil national en 2021, mais le dossier est depuis en attente au Conseil des États. Le débat est donc totalement ouvert. Et j'imagine un débat polarisé. D'un côté, les opposants, comme la Fédération des entreprises, qui crient à l'atteinte à la liberté contractuelle. Oui, et à de nouvelles charges pour les entreprises. Et l'Union patronale suisse ajoute un argument intéressant, le risque de hasard moral. C'est-à-dire, Ils craignent qu'une assurance obligatoire et généralisée n'incite les entreprises à moins investir dans la prévention, dans la santé au travail. L'idée, c'est que si le risque est de toute façon mutualisé à l'échelle nationale, l'incitation individuelle à le réduire diminue. c'est un argument qui se tient. Mais de l'autre côté, les partisans de l'obligation doivent bien avoir des contre-arguments. Peut-on vraiment parler de liberté contractuelle quand le marché est à ce point défaillant? C'est le cœur de leur argumentation. Ils estiment que la situation actuelle crée une inégalité massive entre les grandes entreprises qui peuvent négocier des contrats cadres et les petites qui sont étranglées. Une assurance obligatoire permettrait de mutualiser le risque à une bien plus grande échelle, de lisser les coûts et de garantir une couverture de base pour tout le monde, employeurs comme salariés. On a des exemples à l'étranger de ce type de système obligatoire? C'est une excellente question. Les comparaisons sont complexes, parce que beaucoup de pays européens ont des systèmes publics, mais ils sont intégrés dans des systèmes de sécurité sociale très différents d'une autre. C'est difficile d'isoler un seul facteur. D'accord. Ce qui est certain, c'est que la mise en place d'une telle assurance chez nous serait d'une complexité énorme. Le consensus politique est encore très très loin. Bon, le tableau est assez sombre et la solution politique semble lointaine. Si je suis ce chef d'entreprise dans le bâtiment, je peux me sentir un peu démuni. Par où est-ce que je commence concrètement demain matin? La toute première étape, c'est la moins spectaculaire, mais la plus essentielle. Lire ses contrats d'assurance. Vraiment? En détail. Pas seulement la page de garde avec la prime, les conditions générales, quel est le délai de carence exact, quelles sont les prestations, et surtout, y a-t-il des clauses d'exclusion, par exemple, pour les maladies psychiques? J'imagine que beaucoup découvrent ça quand le problème survient et qu'il est trop tard. Il s'agit de savoir précisément quel risque l'entreprise assume seule. Précisément. Le deuxième point, c'est une saine gestion des risques liés à la structure de l'entreprise. Attention, il ne s'agit absolument pas de discrimination à l'embauche, ce serait illégal. Bien sûr. C'est de la pure gestion actuarielle. Un patron doit être conscient que s'il a une pyramide des âges élevée, son risque statistique d'absence longue augmente. Et les coûts d'assurance aussi. Il faut le budgétiser, c'est de la prévoyance financière. D'accord. Donc analyse contractuelle et gestion financière. Mais tout ça, c'est réactif. Est-ce qu'il y a des leviers plus proactifs? Vous parliez de prévention tout à l'heure. Oui. Mais ça peut sonner un peu creux.
pour notre PME du bâtiment, ça veut dire quoi concrètement? Offrir des paniers de fruits? Le panier de fruits, c'est le cliché. La vraie prévention est beaucoup plus ciblée. Pour le bâtiment, ça peut être des formations sur les gestes et postures. Ça peut être l'investissement dans des outils plus ergonomiques, même s'ils sont plus chers. D'accord. J'ai vu une PME qui a mis en place des micro-siestes de 15 minutes sur les chantiers les plus durs. Au début, on a un peu souri. 1 an plus tard, leur taux d'absentéisme pour des problèmes de dos avait chuté de 20%. C'est un exemple très parlant. Et pour la santé mentale de l'employé administratif, là, la prévention passe par d'autres canaux. Est-ce que la charge de travail est correctement évaluée? Est-ce que le management est formé à détecter les premiers signaux de surmenage? En fait, l'argument d'union patronale, qui craint que l'obligation ne nuise à la prévention, il peut et il doit être retourné. Face à la hausse des coûts, la gestion proactive de la santé au travail n'est plus juste une responsabilité sociale, c'est devenu l'un des plus puissants leviers de performance économique. Un investissement en fait. Exactement. Chaque franc investi pour prévenir un burn-out en économise potentiellement 10 en coûts d'absence. Et un dernier point peut-être. Oui, c'est la veille politique. L'issue du débat sur l'assurance obligatoire, même lointaine, est déterminante. Qu'une décision soit prise ou non, elle changera radicalement le paysage. Suivre ce dossier, ce n'est pas une distraction, c'est anticiper les futures règles du jeu. En résumé, si on reprend les points clés, on est face à une augmentation structurelle des absences, nourrie par la santé mentale, nos habitudes post-Covid et la démographie. C'est ça. Cette situation coince les PME entre leurs obligations légales et un marché de l'assurance qui se dérobe. Et en attendant une solution politique qui se fait désirer, les pistes les plus solides sont internes. Maîtriser ses contrats, gérer le risque financièrement et, surtout, investir dans la prévention. C'est une excellente synthèse. Et pour conclure, je laisserai peut-être une question en suspens. Je vous en prie. Face à la frilosité du secteur privé de l'assurance qui se retire d'un marché qu'il juge non rentable, et face aux résistances politiques devant une solution étatique, la question se pose. Ne laissons-nous pas les entreprises et surtout les PME dans une situation intenable? Elles sont forcées à un arbitrage permanent entre leur propre viabilité financière et la protection de la santé de leurs employés. On peut légitimement se demander quelle est la limite de ce que ce tissu économique peut réellement absorber.